Voilà pour ce très beau film, très émouvant, signé Didier Bivelle. C'est une fiction bien sûr, mais c'est la réalité, on le verra, que vivent encore trop souvent des milliers de jeunes homosexuels, la discrimination dans leur famille, à l'école, dans les lieux publics, au quotidien. La violence aussi de certains de leurs camarades, les derniers chiffres sont saisissants. L'an dernier, les agressions homophobes ont encore bondi de près de 20%. C'est une réalité. 4 ans après l'adoption du mariage pour tous, il y a encore aujourd'hui en France, disons-le clairement, un relent homophobe. Alors, pourquoi une telle violence et cette haine anti-homo? Quelle solution? Comment en parler? Comment lutter contre les préjugés? Eh bien, on va en parler maintenant, en débattre avec nos invités après ce très beau film. Et notamment vous. Bonsoir Florent Thomassin. Bonsoir. Vous avez 20 ans. Oui. Vous venez d'une petite commune dans la région, dites-moi si je me trompe, de Metz. C'est ça. Et alors vous avez vécu un peu l'histoire de ce jeune homme dans le film. Vous avez vous avez été victime de discrimination, de harcèlement, de brimade. D'abord, peut-être un mot du film. Qu'en avez-vous pensé? Le film, il m'a touché particulièrement, déjà. Parce que déjà, il met des accents, il accentue. Je trouve qu'on ressent vraiment des sentiments assez forts sur l'homophobie en France, du coup. Et j'ai beaucoup apprécié, du coup, le film. Bon, on reviendra tout à l'heure sur votre parcours et puis on échangera aussi avec Patrick Timsit. Bonsoir Hassan Jarfi. Merci d'être là. Votre histoire, votre témoignage est important ce soir. Votre histoire est bouleversante. Votre fils, Ihsan, a été battu à mort parce qu'il était homosexuel. Il avait 32 ans, je crois. Oui. C'était en 2012. En 2012, oui. Bon, vous nous parlerez tout à l'heure de votre combat aussi, puisqu'aujourd'hui vous battez contre l'homophobie. Merci. Alors nous verrons aussi tout à l'heure comment l'éducation nationale tente de sensibiliser les enfants à la problématique homophobe, avec plus ou moins de succès. Ce sera avec vous, Madame, bonsoir. Catherine Durand, vous êtes assistante sociale et vous intervenez en milieu scolaire justement pour sensibiliser les jeunes à cette question de l'homophobie. Joël Demier est également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des SOS Homophobie, vous serez un peu notre boussole, vous nous apporterez votre éclairage sur la réalité de l'homophobie aujourd'hui en France avec des chiffres. Et puis on vous entendra également, Serge Effez, nous verrons pourquoi l'homosexualité dérange toujours autant. Vous êtes psychiatre. Et on verra avec vous comment lever ces blocages et si c'est possible. Sachez également que d'autres invités nous rejoindront tout à l'heure, l'écrivain Philippe Besson notamment, et puis le député républicain Franck Riester. Sachez enfin que comme à chaque fois, vous pouvez bien sûr réagir en direct sur les réseaux sociaux, #baisercaché. Bonsoir Patrick Timsit. Bonsoir. C'est un très beau film que vous nous livrez ce soir. Un film, j'allais dire, presque engagé. Oui, alors au début c'est pas la motivation. Je suis content que vous ayez vu le film parce que on voit qu'il y a un film et à la base défendre comme ça une cause, si c'est la première motivation, en tout cas ça sera pas la mienne. C'est le film qui fait le travail. En fait, je me rends compte que finalement le film est une locomotive, quoi. Et ce qui se passe, ces derniers jours, on s'accroche comme des wagons. C'est-à-dire que ce film, juste pour donner une anecdote qui est quand même folle. Il est passé, donc j'avais fait un débat comme ça en duplex parce qu'il passait sur la télé suisse. Oui. Et il a été hacké, il a été piraté le film. Et du coup, au lieu qu'on s'en plaigne, comme d'habitude, du piratage, c'est normal. Et au contraire, là, c'est un piratage positif, puisqu'il a été traduit en russe, en allemand, il passe en Australie. C'est un film un peu porte-drapeau. Donc c'est vrai que c'est ultra motivant. Quand on s'est vu il y a quelques jours, vous m'avez dit c'est un rôle qui m'a profondément marqué. Pourquoi est-ce que ce rôle en particulier vous a marqué? Est-ce que c'est l'engagement qu'il y a derrière? Est-ce que c'est ce rôle du père dans lequel peut-être vous vous retrouvez aussi? Tout à fait, ça rejoint ça. Ça montre le problème de l'adolescence, son homosexualité, le monde extérieur, hostile, et puis aussi son devoir de parent, et comme quoi on n'est pas toujours équipé. Je trouvais ça aussi écrit très intelligemment. Vous vous êtes interrogé sur la manière dont vous auriez réagi face à l'homosexualité de votre enfant? Bien sûr, puisque je pensais même avoir réglé le problème. Je me suis remis en question, justement, parce que je me disais mais que j'aurais aucun souci, que tout se passerait bien, qu'il m'annoncerait, et puis voilà, et puis qu'aujourd'hui on est dans un monde, comme on dit, en 2017. Et ce film m'a fait beaucoup réfléchir. Il me dit non, il faut être éduqué, il faut être comme armé. Non pas parce que il arrive une catastrophe dans la maison, c'est pas ça, mais c'est mon rôle de protecteur. Qu'est-ce qu'un bon parent? Qu'est-ce qu'un bon père? Oui. Qu'est-ce qu'une bonne mère? Alors, je voudrais juste qu'on dise un mot sur la coulisse du tournage.
Parce que quand on a rencontré, pour préparer l'émission, l'équipe du film, avec vous, Patrick, les jeunes nous ont dit, les deux jeunes acteurs nous ont dit, voilà, il y avait aussi un regard pendant le tournage, un regard des figurants, un regard des jeunes qui ne comprenaient pas ce choix du rôle d'homosexuel et qui les regardaient un peu bizarrement, disons les choses, quand ils s'embrassaient, par exemple. C'est fantastique, puisque moi, quand je disais que je travaillais un rôle en ce moment, que j'allais faire un film sur l'homosexualité chez les ados, la première réaction qui était autour de moi, c'est: est-ce que tu penses que c'est vraiment d'actualité encore? Vous voyez? Et donc, sur le tournage même, avant même que le film sorte, on avait déjà les réponses, puisque les ados qui faisaient des figurations pendant le film étaient éberlués. Ils étaient mais complètement choqués en disant: mais t'as accepté de jouer ça? Ils étaient raillés. Ouais, les acteurs étaient raillés en disant: mais c'est pas possible. Quoi, tu l'embrasses sur la bouche? Mais on a 4 ans d'âge mental en pouffant de rire et en se regardant comme ça. Et donc on se dit, là, on est sur un tournage. Il y a une vraie problématique quand même. Oui, quand vous êtes sur un tournage, les gens payés, qui rêvent d'être acteurs et qui vous disent: ce que tu fais, moi je le ferai jamais, je jouerai pas un rôle de PD. Alors là vous dites, on y est, et c'est formidable d'avoir à faire un film comme ça. Vous restez évidemment avec nous, Patrick, on vous retrouvera tout à l'heure, vous intervenez quand vous le souhaitez. Bien sûr. Vous me disiez tout à l'heure, Florent, j'ai été évidemment touché par ce film, peut-être un peu bouleversé. Comment est-ce que vous l'avez accueilli, dans le sens où ça raconte aussi votre histoire, ce film et le rôle de ce personnage qui affirme son homosexualité, mais qui est brimé, qui est violenté par ses camarades. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez vécu, vous? Moi, j'ai pas vécu ça de la même façon, parce que du coup, j'ai vécu ça, mais à l'internat. Et c'était aussi en milieu scolaire, mais après, c'est vrai que, voilà quoi, c'était des choses assez négatives et sombres qui sont passées. Quel âge vous avez réalisé, vous avez compris que vous étiez homosexuel? Après, je sais pas si on a un âge où on se découvre par le lycée, où là, on peut mieux, on va dire, pas s'exprimer, mais je sais pas comment dire ça, mais en fait, quand on grandit, en fait, on se découvre, et c'est là que c'est au lycée que tout se joue et qu'on se découvre aussi nous-mêmes. Mais l'homosexualité, c'est un sujet dont vous parliez dans votre famille, avec votre père, avec votre mère. Je rappelle juste le contexte, parce qu'il est important. Vous venez d'un petit village, 400 habitants, je crois. Voilà, on dit souvent que l'homosexualité est encore plus dure à affirmer dans un milieu rural, dans un milieu confiné, où on a envie de ressembler aux copains et pas d'affirmer une différence. Est-ce que c'était un sujet chez vous, accepté? On va dire que je me suis jamais forcément posé la question sur ma sexualité durant mes années de collège. C'est plutôt au lycée que c'est intervenu, parce que... Vous aviez eu des fiancés avant? J'avais essayé avec une fille, je suis sorti avec une fille au collège, mais après, c'était plus, on va dire, une relation amicale proche qu'autre chose, ce qui s'est passé. Et au lycée, quand vous dites, voilà, j'ai compris que j'étais homosexuel, c'est parce qu'il y a eu un coup de cœur pour un garçon, il y a eu une histoire d'amour, comme il y a dans le film? On va dire que c'est pas forcément Oui, une histoire d'amour qui était courte, sur 2 jours, du coup, au lycée, mais c'était... comment dire... C'était plutôt durant ma scolarité au lycée que je me suis découvert et que j'ai assumé mon homosexualité au bout de 2 semaines, et que c'est mal passé, et du coup... Et cette différence, quand vous dites, voilà, j'ai voulu l'assumer, est-ce que ce sont les autres qui vous ont fait sentir cette différence aussi? Déjà, au bout des 2 premières semaines, ils me disaient « Oh, Florent, t'as une copine ou pas ?» Et je disais non, du coup, parce que j'étais pas intéressé par l'amour. Je leur disais ça concrètement. Et après, du coup, j'ai commencé à... ils m'ont demandé « Alors, t'es PD ou pas ?» Là, j'ai dit oui au bout de la 3e semaine, et les ennuis ont commensé pour moi. Vous étiez fier d'affirmer cette différence? On va dire que je me suis débarrassé d'un poids, mais c'était quand même... l'homophobie qui ressurgissait, du coup, parce qu'en eux, ça a réveillé quelque chose de pas normal, peut-être, vis-à-vis de moi, en tout cas. Est-ce que vous imaginiez tout ce qui allait se passer derrière? Pas du tout. Parce que du coup, au bout de la 3e semaine de lycée, j'étais pas... on était en train de faire connaissance encore entre nous, et je suis pas le genre de personne à aller vers les autres. Donc j'essayais de m'incruster au groupe, on va dire, et d'essayer, du coup, mais bon... Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je voudrais que vous soyez, pardon, vous poussez dans vos explications, mais je voudrais que vous soyez précis, parce que cette soirée, c'est aussi un lieu pour sensibiliser, pour interpeller.
Donc je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'est passé et de quelle manière cette homosexualité a été vécue pour vous pendant vos années de lycée. Est-ce que ça passait par des insultes, par des brimades, par des moqueries, par des coups peut-être? C'était beaucoup d'insultes et d'agressions verbales, on va dire. C'était pas forcément des coups ni autres, mais c'était énormément verbal et après c'était des moqueries ou enfin c'était des bêtises et des conneries de leur part parce que du coup ils m'offraient des bouteilles d'eau dans le lit à l'internat. Ils mettaient de la laine de verre dans mon lit aussi. Moi je le disais à personne, j'en parlais à personne, aucun surveillant ni rien. Et je subissais ça, on va dire, en silence et j'étais renfermé sur moi-même, etc. Donc, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de se sentir rejeté parce qu'on est différent? C'est de ne pas pouvoir exprimer sa sexualité en toute tranquillité? C'est ça, c'est de ne pas pouvoir exprimer sa sexualité. Et après, j'ai toujours, on va dire, je me suis jamais... Enfin, si, quand même, un moment dans l'année, vu que je subissais tout le temps, tout au long de l'année, les humiliations et tout, je me posais des questions à un moment dans l'année. Est-ce que je suis vraiment homosexuel et est-ce que je suis normal? Parce que du coup, on se sent plus normal à un certain temps. Et... Est-ce que vous en avez d'abord parlé à votre maman, à votre papa? Je l'ai dit à la fin de l'année, on va dire, quand tout était fait. Parce que du coup, j'avais un frère qui était anorexique et qui était à l'hôpital, du coup. Et les week-ends, quand je rentrais de l'internat, je l'ai passé à l'hôpital à aller voir mon frère, du coup. Donc, il y avait aussi un sentiment de culpabilité. C'est ça, je voulais pas rajouter un poids supplémentaire à ma famille, du coup. Et le personnel enseignant, vous lui en avez parlé? Il était au courant de votre les situation? enseignants, il y avait déjà du bazar en classe, donc on va dire c'était assez perturbant déjà. Et après, j'en parlais peu aussi moi-même. Je n'allais pas vers eux pour leur dire ça, quoi. Ils ont été au courant quand j'ai eu une relation, du coup, avec un ami de ma classe. Lorsque j'étais au lycée, du coup, enfin, je l'ai rencontré au CDI. Parce que je vous pose la question parce que on a parlé avec votre mère au téléphone quand on a préparé aussi cette émission, et elle nous a dit, d'abord je tenais à vous le dire, elle nous a dit je suis fier de mon fils, voilà. Il est homosexuel, mais je suis fier de lui. Je pense que c'est une belle preuve d'amour. Je ne sais pas si elle vous le dit souvent, mais voilà. Si, elle est fière de moi, elle me dit. Bon, je tenais aussi à vous le dire ce soir. Et puis elle nous a confié quand même la passivité du personnel enseignant. On en dira un mot tout à l'heure avec vous, madame. Un personnel enseignant qui a semblé vouloir fermer les yeux sur ce qui vous arrivait. Et le proviseur, visiblement, qui aurait répondu à votre maman, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà. J'imagine que ça aussi, on doit le prendre dans les tripes. Non, mais effectivement, on le prend dans les tripes. Après, ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais déjà auparavant convoqué par le directeur et une surveillante du coup du lycée parce que j'avais dragué un élève de la classe. Et il m'avait dit, je lui envoyais des messages le soir quand il était à la douche, alors mon cœur, t'as fini ta douche, ou des choses comme ça. Et sa mère est tombée sur les messages. Et du coup, après, le lendemain, elle a appelé le lycée en se plaignant que je lui avais envoyé ça, du coup. Et après, ils m'ont convoqué, du coup, au lycée de l'administration et ils m'ont dit, Florent, ils m'ont fait ressentir, en tout cas, une chose comme quoi j'étais pas... qu'il fallait que j'arrête d'être ce que je suis, quoi. C'est grave, ça. Je voudrais juste qu'on finisse sur ce qui s'est passé ensuite, parce que donc au bout d'un an, vous êtes sorti de cet internat, c'était l'enfer, et vous avez trouvé refuge, c'est le cas de le dire, au refuge, dont on dira un mot tout à l'heure. C'est une association qui prend en charge les jeunes homosexuels qui sont virés de chez eux ou qui ont besoin de s'évader pour rebondir dans la vie. Et vous avez trouvé refuge à Montpellier. On vous a suivi là-bas. On va regarder un court extrait, et puis on se retrouve après. D'accord. Donc ici, c'est chez moi. On a la chambre qui est ici, avec le lit à Nicolas et mon lit qui est au fond. Pour moi, c'était une porte, une issue. C'était un endroit où aller du coup pour poursuivre et pour arriver à avancer dans la vie en fait. Ça va toi? La cause gay, ça me touche personnellement. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à certains jeunes et ça c'est un truc qui m'a toujours révolté et voilà, de pouvoir donner un petit peu de mon temps pour les aider, pour essayer de leur donner un petit quelque chose qui est parfois peut-être une goutte d'eau dans un océan, mais parfois on se rend compte que voilà, c'est des petits moments qui sont précieux, qui leur sont précieux. Voilà, ça a été une renaissance pour vous, une bouée de sauvetage. D'ailleurs, je crois que vous êtes très impliqué aujourd'hui dans l'association. Vous êtes porte-parole. Non, je suis pas forcément porte-parole, mais effectivement, j'essaye au maximum d'essayer de me battre pour cette cause, quoi. Et même si je suis hébergé, j'ai envie de me battre. Et le sentiment que j'avais au lycée quand je subissais ces humiliations, c'était un esprit de revanche, mais je sais pas sous quelle forme elle allait sortir. Et là, du coup, c'est via les médias, etc.
Et vous m'avez dit tout à l'heure en régie, je suis pressé de témoigner, je suis pressé d'arriver sur le plateau parce que j'ai envie de raconter mon histoire et de sensibiliser les autres aussi à ce qui se passe. Mais merci. Merci de nous avoir accordé ce temps et d'être avec nous ce soir. C'était important de vous entendre. Joël Demier, peut-être une première réaction. Est-ce que d'abord vous êtes surpris de ce type de témoignage? Est-ce que c'est un cas de figure que vous croisez beaucoup à SOS Homophobie? Non, c'est un témoignage assez classique et qui fait état d'une homophobie qui est quand même très ancrée dans la société française, qui persiste. Vous l'avez dit, 20% d'augmentation de l'homophobie depuis l'an dernier. Après un pic en 2013 au moment du mariage pour tous, puis 2 années de baisse et là de nouveau un regain. Si vous voulez, les brimades dont vous parliez, les moqueries à l'école, les insultes, ce sont autant de manifestations de l'homophobie. Tout ça peut entraîner bien sûr un échec scolaire, un décrochage scolaire. Je voudrais rappeler quelques chiffres. 30% des jeunes homos ont déjà fait une tentative de suicide. 30%. Oui, c'est ça. C'est ça exactement. Et aussi entre 4 et 7 fois plus. En fait, si vous voulez, les jeunes LGBT, les jeunes homosexuels, tentent de se suicider entre 4 et 7 fois plus que les jeunes hétérosexuels. Donc il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on a un chiffre, Joël Demier, sur les jeunes comme Florent qui sont dans ce type de situation de harcèlement? Est-ce qu'on est capable de les quantifier? Il est toujours difficile de quantifier ce qu'on appelle le harcèlement. On sait qu'il y a des cas de harcèlement qui passent par des brimades, des insultes, des coups, des agressions physiques. Parce qu'il y a le non-dit aussi. Il y a le non-dit, il y a une loi du non-dit. Vous disiez la responsabilité des encadrants scolaires dans les lycées, dans les collèges. Oui, il est vrai que quand un élève est victime d'actes homophobes ou d'insultes ou même de moqueries, parce que la moquerie, on se dit la moquerie c'est léger, on en rigole, mais la moquerie, si vous voulez, bien souvent on constate que l'adulte, le professeur ou l'encadrant sourit avec l'insultant, avec la personne qui insulte. Et du coup, par rapport à la victime se sent doublement insultée, puisque non seulement on se fait insulter par l'agresseur, mais en plus par les adultes qui sont à l'école et qui sont censés incarner l'exemplarité. Et en réalité, la victime se retrouve totalement démunie, puisqu'elle n'est même pas soutenue par les professeurs, le proviseur. Serge Effès, pourquoi est-ce que l'homosexualité chez les jeunes est encore perçue comme une différence qui dérange, comme un tabou, j'allais dire? Et parce que toutes les sociétés ont besoin de normes. Et dans les sociétés normées, eh bien, il y a des normes pour savoir comment doit être un garçon, comment doit être une fille, comment ils doivent se comporter, quelle doit être la bonne sexualité, etc. Et je dirais que c'est particulièrement les adolescents qui recherchent ces normes au moment où eux-mêmes se construisent. C'est-à-dire, on dit souvent, c'est à l'entrée au collège, c'est ça? Oui, c'est à l'entrée au collège, c'est-à-dire il y a l'irruption de la sexualité qui les submerge, et ils doivent se construire. Donc les garçons, ils accentuent leur virilité, souvent, à ce moment-là, pour se construire comme garçons, et les filles, elles accentuent leur féminité pour entrer dans une espèce de parade de séduction. Et tout ce qui vient déranger cela, c'est-à-dire tout ce qui vient leur rappeler à quel point c'est compliqué pour eux de se construire, de construire leur identité, de choisir leur sexualité, eh bien toutes ces complications font que quand quelqu'un se désigne ou est désigné comme étant différent, un garçon trop féminin ou un garçon qui affirme son homosexualité, une fille qui affirme la sienne, une fille qui est trop virile, trop masculine, eh bien à ce moment-là ça provoque de la rage, ça provoque de la colère parce qu'ils viennent bousculer leur certitude. Alors Catherine Durand, vous êtes assistante sociale, vous intervenez en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes, car c'est une des missions de l'Éducation nationale à cette question de l'homophobie. D'abord peut-être une réaction au témoignage de Florent, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que c'est aussi des profils que vous croisez régulièrement ou non? Non, pas jusqu'à arriver à des extrêmes comme celles décrites par Florent, mais c'est vrai que toutes les manifestations de violence, de discrimination qui apparaissent à l'Éducation nationale, on a souvent du mal à savoir quelle en est la genèse. Derrière une manifestation de stigmatisation d'un élève, on se demande toujours quel ordre du mal-être. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, aux enfants que vous sensibilisez, c'est-à-dire à la fois les victimes que vous êtes amenés à rencontrer, et aussi aux autres enfants qui sont susceptibles d'avoir des propos homophobes? Alors, on accompagne à l'Éducation nationale via les nouveaux parcours éducatifs de santé ou citoyens, ou aussi ceux qui accompagnent au bon usage des outils informatiques et numériques, où on retrouve beaucoup de phénomènes de harcèlement. On accompagne les élèves à déjà se connaître.
Parce que comme disait Monsieur Eiffez, voilà, cette norme d'hétérosexualité pose un problème à l'âge adolescent. Et donc, mais vous les entendez quand vous intervenez en milieu scolaire, ces préjugés, ces insultes, ces ricanements, quand vous parlez d'homosexualité et d'homophobie? On sent des réticences pour certains enfants. Pour d'autres, il y a, pour moi et mes collègues qui intervenant auprès des plus jeunes, on sent quand même qu'il y a des choses qui bougent dans les regards sur la normalité de ce que peut être une famille. Vous trouvez qu'il y a une prise de conscience? Plus on avance, plus les choses doucement mais sûrement s'améliorent. Il y a des tabous qui tombent chez les jeunes. Alors, sur l'encadrement et les chefs d'établissement, on est évidemment frappé, à la fois dans le film, mais c'est une fiction, mais aussi dans la réalité, à travers l'histoire de Florent, de ces chefs d'établissement qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas savoir, qui ont peur du quand dira-t-on et qui préfèrent mettre la poussière sous le tapis. Est-ce que c'est un élément que vous êtes amené à rencontrer, vous? Personnellement, non. Vous pouvez dire la vérité, on est entre nous. Personnellement, non. Le travail que l'on fait vraiment, c'est de former justement tous les personnels éducatifs, pédagogiques, d'encadrement, à justement cette dimension de tolérance, de connaissance de soi, d'acceptation de la différence. Je pose la question parce que c'est aussi une obligation légale désormais. Exactement. Des chefs d'établissement de faire de la sensibilisation sur l'homophobie. Alors la circulaire de février 2003 qui impose des interventions régulières tout au long du parcours scolaire sur l'éducation à la sexualité et qui traite de toutes ces dimensions de discrimination, de violence liées au genre et à l'orientation sexuelle. Voilà, c'est 2003. Donc mais globalement, c'est pas nouveau. Le job est fait par les proviseurs, par les établissements. Le job est fait par ceux qui ont la volonté d'en faire et qui voient un intérêt dans le climat scolaire général de leur établissement. Parce que c'est vrai que traiter de l'acceptation de l'autre, c'est aussi vivre ensemble beaucoup mieux et faire baisser aussi un climat scolaire de tension. Hassan Jarfi, avant de revenir sur votre histoire, peut-être un mot de réaction à l'histoire de Florent, qui j'imagine vous touche, puisqu'elle raconte aussi l'histoire de votre fils, on y reviendra tout à l'heure, et puis peut-être aussi une réaction au film. Comment l'avez-vous trouvé ce film? Dans le film, je me trouve en train de voyager entre les deux papas, avec un papa qui n'est pas représenté dans le film, c'est-à-dire un papa qui se cherche, et un fils qui se cherche aussi, en tenant compte des normes culturelles et religieuses, bien entendu. Je me suis retrouvé dans le papa qui essaie absolument de faire de son fils le porteur du drapeau de la virilité de la famille, en l'inscrivant en cours de karaté, justement. Comme le papa de l'enfant boxeur. L'enfant boxeur, voilà. Et puis, mon fils qui avait donc sa ceinture bleue en karaté, au lieu de donner des coups, malgré ça, il donnait des caresses, donc ce n'était pas du tout son profil de donner des coups. Il était plus attiré vers ce qui était beau, ce qui était esthétique, ce qui était artistique, on va dire, et très soft. Et puis à un certain moment, je pense, comme M. Eiffez l'avait dit, il y avait une prise de conscience, même si je dois absolument dire que mon fils était homosexuel dès sa naissance et qu'il ne s'est pas trouvé homosexuel à un certain moment, dès sa naissance. Je vais rappeler l'histoire. D'abord, merci infiniment d'être là. Je sais que ce témoignage est important pour sensibiliser les consciences et douloureux aussi pour vous, parce que ça vous ramène à une histoire tragique. Votre fils avait 32 ans quand il a été roué de coups dans une violence inouïe, simplement parce qu'il était homosexuel. C'était il y a 6 ans, en 2012, je le disais tout à l'heure. 5 ans. 5 ans. Peut-être d'abord un mot, comment allez-vous, vous, aujourd'hui ? Je vais comme je vais, c'est-à-dire on vit avec un meurtre, un élément absent de la famille pour cause d'homophobie. Nous vivons au quotidien les douleurs de ces côtes brisées, de ces appels au secours que nous n'avons pas entendus, de ces prières adressées à Dieu pour être sauvé, il n'a pas été sauvé, de ces prières adressées à ces assassins, à ces bourreaux qui n'ont pas écouté ces prières. Et tout cela, nous le vivons au quotidien. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Jarfi, nous raconter cette soirée du 22 avril 2012 ? C'était un samedi, je crois. Oui, c'était l'anniversaire de sa maman, de mon épouse.
Et on attendait l'arrivée d'Issan. Malheureusement, il n'est pas venu. Il était sorti fêter le mariage d'une de ses amies qui se mariait. Il avait insisté pour qu'il vienne célébrer son mariage ce soir-là dans un café. Et malheureusement, il est parti. Et il attendait son frère qui devait venir le rechercher. Son frère est passé. On lui a dit « Issan est déjà parti ». Une voiture s'est arrêtée devant le café. Ils l'ont pris. C'est un café fréquenté... Quand vous dites qu'ils l'ont pris, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans la voiture? Je vous explique. C'est un café fréquenté par la communauté gay. Ils se sont arrêtés là, exprès, ils ne se sont pas arrêtés ailleurs. Ils ont pris la première personne qui était là. Il faut dire qu'Issan, à un certain moment, quand il a peur, il devient paralysé. C'est-à-dire qu'il ne sait plus réagir quand il a peur. Oui. Ces gens-là étaient vraiment très violents. Ils ont déjà fait des coups avant d'arriver là. Et je pense qu'ils lui ont dit quelque chose qui l'a fait paniquer ou qui l'a fait avoir peur. Donc il est parti dans la voiture et dès qu'il est monté dans la voiture, les coups ont commencé à tomber sur lui. Et il a vu qu'il y avait un musulman dans le groupe. Il lui a dit « Je suis musulman comme toi ». C'est à ce moment-là que l'autre s'est déchaîné sur lui. Et ils l'ont pris à 30 km pour le déshabiller. Puis encore plus loin, pour le mettre par terre. Et à 4, successivement. Alternativement, chacun y allait en donnant des coups de coude, des coups de pied avec ses brodequins, 17 côtes cassées, 36 cm de coupure. Son corps était tailladé de haut en bas, des traces de strangulation, tout a éclaté à l'intérieur. Ils l'ont laissé le visage sur le sol, par une température de frigo, sur une petite colline que personne ne fréquente, et puis ils sont partis en espérant revenir le lendemain pour brûler le corps. Il y avait la volonté de tuer dans cet acte-là. Mais bien sûr, même si vous ne formulez pas cette intention de tuer, le fait de choisir l'endroit où vous allez cogner, de la manière dont vous allez le faire, ça montre votre intention. Ils ne lui ont pas donné une gifle, ils ont cherché des endroits bien précis pour le tuer. Et l'idée de revenir le lendemain pour brûler le corps, ça montre qu'ils voulaient effacer toutes les traces d'ADN. Pendant ce temps-là, nous, on cherchait, pendant 10 jours, on a cherché. Toute la famille cherchait après lui et on a retrouvé son corps. Sa mort, on s'en souvient, avait suscité une vive émotion. Ces 4 bourreaux ont été depuis condamnés à la prison à perpétuité avec circonstances aggravantes d'homophobie. Oui. Vous n'avez pas souhaité assister au procès. Qu'avez-vous ressenti et peut-être à quel moment avez-vous compris le caractère de cette agression, le caractère homophobe de cette agression? Vous savez, c'est très très délicat de réfléchir sur autre chose que la douleur de votre enfant. J'ai du mal à me séparer de mon fils et à penser à ce qui a pu pousser ces gens-là à le tuer. Moi, je ne pense qu'à la douleur d'Issan, qu'à sa mort, qu'à ses appels au secours et au fait qu'il avait 32 ans, que c'était un bon vivant. Ces gens-là, je tiens à vous le dire aujourd'hui, je le dis clairement, ils peuvent sortir aujourd'hui. Je n'ai pas de haine vis-à-vis de ces gens-là. Mais vraiment pas. Ce que je veux simplement, c'est avoir la garantie qu'ils ne vont pas recommencer. Parce que qu'ils restent en prison, en train d'attendre un certain temps, puis sortir et recommencer, cela ne leur sert à rien. Voilà. J'ai noté cette phrase, monsieur, parce que vous avez évidemment ce soir un témoignage qui force le respect. J'ai noté cette phrase dans votre livre. Ça s'appelle « Le couloir du deuil », c'est aux éditions Luc Pire. Ce drame, dites-vous, ce drame me pousse à agir, je suis en colère, Issan ne me sera jamais rendu, alors je dois maîtriser cette colère et l'orienter positivement. Oui. C'est une sacrée leçon de dignité. Oui, que voulez-vous que je fasse d'autre? Il y a quelqu'un qui a dit, je vais demander au juge de les libérer. Et je lui ai dit pourquoi, il m'a dit parce que je vais les attendre dehors. Ça ne sert à rien. Par contre, éviter que cela recommence, que cela se reproduise, et chaque fois que j'entends un jeune homosexuel qui se plaint, je pense que c'est mon fils qui parle, qui se plaint. Donc il y a même quelque chose qui me pousse à m'identifier. Pourquoi? Parce que je sais que c'est la chair de ma chair. C'est mon fils. Donc lui n'a pas du tout choisi d'être homosexuel. Mais la société, malheureusement, comme je vous ai dit, je me retrouve dans la place du premier père, le père du boxeur qui était un peu homophobe. Moi aussi, j'ai essayé de faire de mon fils un machiste, un viril, etc. Et puis avec le temps, et grâce aussi au travail de mon épouse, par son éducation aussi, par sa patience et par son amour,
eh bien, Issane s'est imposé. Il a trouvé sa place en tant qu'homosexuel dans la famille, mais sans en parler. C'est un élément dont vous parlez beaucoup dans le livre. C'est aussi le poids de la religion. Vous êtes de confession musulmane. Mais vous avez cette belle phrase aussi, vous parlez beaucoup du rapport de l'islam à l'homosexualité, qui, dites-vous, n'est pas, contrairement à ce que veulent faire croire certains, une religion homophobe. Voilà, c'est aussi une belle leçon d'égalité. Bien entendu, j'étais professeur de religion islamique pendant presque 35 ans. Je suis retraité depuis 2013. Et moi, j'ai choisi l'amour de mes enfants. Il n'y a personne, quelle que soit même la religion, ne viendrait me dicter comment je dois aimer mes enfants, comment je dois me comporter avec eux, surtout si cette religion me demande de m'en éloigner. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, moi, je pense que moi, j'ai fait mon chemin. La preuve, je suis ici. Mais il y a des personnes qui attendent que les hommes de religion, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qu'ils leur disent comment ils doivent se comporter. Eh bien, malheureusement, ces institutions religieuses, aujourd'hui, n'ont pas le courage de parler ouvertement pour donner un conseil à ces gens-là, pour leur dire voilà ce que vous devrez faire. Et c'est important de le dire. Une réaction peut-être, Patrick Timsit, à ce qu'on vient d'entendre, à tous ces témoignages? Évidemment, ça rejoint quand je disais que j'avais été chambardé, bouleversé, évidemment, un avant et un après. On est souvent marqué par les rôles, mais là, dans cette histoire, la remise en question du devoir d'être père et de savoir comment on réagirait. Bien évidemment qu'on ne sait pas. C'était ma première remise en question, de dire qu'à table, je dirais volontiers que ça ne me choquait pas. Est-ce que vous pouviez imaginer qu'il existait aujourd'hui un tel relent homophobe qui amène à de telles violences? Oui, je pouvais l'imaginer parce que j'avais vécu les retours de Pédale douce avant, moi-même, en ayant fait un film qui était une comédie sur l'homosexualité, où il y avait vraiment des témoignages qui me revenaient, qui étaient bouleversants. Par exemple, un adolescent qui était venu me voir en disant j'ai vu Pédale douce, je voulais vous dire que j'étais avec des amis et je lui ai dit oui et alors il me dit après le film j'ai pu leur dire que j'étais homosexuel. Ouais. Et j'aurais dit mais ils l'ont pris comment? Il m'a dit on a tous été faire la fête. Alors c'est un premier pas, mais c'est vrai que là ce dont on parle et juste ma réaction c'est de dire quand tout d'un coup même le refuge familial vous est fermé et c'est pour ça que l'association qui s'appelle le refuge porte bien son nom, c'est-à-dire on n'a plus que ça et il y a une éducation aussi à faire et une information vis-à-vis des parents. Voilà, c'est là aussi où ce film est important. Et j'espère qu'il a été regardé en famille. Et peut-être qu'après la diffusion de ce film, ayant été regardé en famille, avec ce débat et ces témoignages, que les gens pourront parler aussi père, fils, mère, fille, fils. Ouais. Parce que quand on n'a même plus ça, on est en pleine détresse. Alors j'ajoute, Monsieur Jarfi, évidemment que vous êtes aujourd'hui à la tête d'une fondation qui lutte contre la discrimination et l'homophobie. Vous êtes évidemment très impliqué dans le combat contre l'homophobie. Joël Demier, peut-être un mot sur les chiffres. On est stupéfait de la violence de ces agressions. On a parfois le sentiment que l'homosexualité est, comment dirais-je, moins acceptée aujourd'hui que dans les années 2000. Est-ce exact et y a-t-il aujourd'hui plus d'agressions violentes qu'il y a 10-20 ans? Alors sur les agressions violentes, on a à peu près les mêmes chiffres depuis quelques années. Par contre, vous avez raison, il y a une montée du discours anti-homosexuel dans le pays. On l'observe depuis les débats autour du mariage pour tous, et on l'a tous observé, on l'a tous senti quand on a vu lors des débats une déferlante de haine dans la rue avec la manif pour tous, et puis là récemment avec Sens commun qui a été soutenu par un candidat. Un candidat des deux partis, enfin des Républicains. Donc tout ce discours légitime la parole, enfin légitime les actes homophobes. On se rend pas compte que quand ces discours-là on va y revenir sur l'impact du mariage pour tous, mais vous dites aujourd'hui effectivement les agressions violentes, ça existe et il y en a un certain nombre. Je vous pose la question parce qu'on a recueilli ce témoignage. C'est celui de l'acteur de la série à succès Plus belle la vie. Il a subi 13 agressions à Marseille. Il est homosexuel. Il joue d'ailleurs un rôle d'homosexuel dans la série. Écoutez ce court extrait du documentaire Homo la haine, co-réalisé par Philippe Besson, qui va venir nous rejoindre justement juste après. On écoute. Ça a toujours existé, l'homophobie, les agressions. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elles sont de plus en plus violentes. Et que c'est de plus en plus cru. De plus en plus dur. Voilà. Un crachat, une insulte, moi j'en ai tous les jours, 20 fois par jour. Les coups, ça fait mal. Voilà, bonsoir Philippe Besson. Bonsoir. C'est vous qui avez co-réalisé ce documentaire. Peut-être un mot sur ce qui vient d'être dit sur ce plateau et sur ce sentiment de la résurgence de l'homophobie aujourd'hui.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une parole et une pensée homophobe qui se sont libérées, sans doute à la faveur effectivement des manifs pour tous. Ce qui était grosso modo sous un couvercle est apparu au grand jour, et des gens se sont sentis autorisés. Alors il faut juste rappeler que c'est sans doute qu'une minorité, évidemment, que la France ne ressemble pas à ça. Mais cette minorité, elle s'exprime, elle est radicalisée. Si vous y ajoutez à ça les réseaux sociaux sur lesquels les gens peuvent dire des choses absolument épouvantables de manière anonyme, on a l'impression que tout est possible. Donc oui, les gens sont victimes de ça, et le problème c'est que les insultes, c'est une chose, mais après ça peut se traduire en violence. Ouais. Donc cette question devient fondamentale. Et on a vu le chiffre s'afficher pendant que vous parliez, une agression homophobe tous les 3 jours. Voilà, le chiffre est absolument stupéfiant et fait froid dans le dos. C'est votre cas, madame. Anna Gionne, vous êtes, est-ce qu'on peut dire une homophobe repentie? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, je le revendique même. Je vais présenter votre livre, voilà, pour que chacun comprenne. Ça s'appelle « Moi, homophobe, le jour où mon fils m'a révélé son homosexualité ». C'est aux éditions Michalon. Il avait 17 ans, votre fils, je crois, quand vous avez découvert, quand vous avez compris qu'il était homosexuel. Oui. Et vous dites que vous avez été pris d'un dégoût à son endroit. Oui, c'était aussi fort que ça. Alors, dans le contexte, le dégoût, c'était pas véritablement de mon fils, c'était de ce que je découvrais, de ce que je ne connaissais pas, surtout. Et l'homophobie, elle n'était pas pour moi généralisée. Je ne savais même pas que j'avais ce côté homophobe chez moi. Pour moi, ça ne me posait aucun souci tant que c'était chez les autres. Est-ce qu'on peut revenir sur la manière dont ça s'est passé? C'était un samedi soir. Il avait 17 à 19h. ans. Il avait 17 ans. En tout cas, il avait 17 ans, peut-être à 19h. C'est ça. Et il vous dit, voilà, j'ai un ami, j'ai un copain qui va venir à la maison. Oui, juste un ami. Un ami qui vient déjeuner, et je découvre au cours du repas que Alexandre, en fait, échange des regards très insistants, a une façon de parler différente par rapport à d'habitude, qu'il y a des échanges entre eux, vraiment, en fait, ils entrent dans leur univers, et nous ne faisons absolument plus partie de leur entourage. Et vous avez compris tout de suite de quoi il s'agissait? Et là, j'ai compris, effectivement, que mon fils était entré dans un jeu amoureux avec cet ami. Vous avez des mots terribles dans le livre. Vous dites, je ne supportais même plus d'être dans la même pièce que lui. Oui. C'est terrible, ça, pour une mère. Oui, c'est terrible. C'est terrible de le dire, c'est terrible de le vivre. C'est un constat déchirant que de se dire c'est pas mon fils, c'est pas celui que je connais, c'est pas celui. Et comment vous expliquez ce dégoût et ce sentiment pour une mère? J'ai mis du temps à le comprendre. Ça ne s'explique pas comme ça du jour au lendemain. Il m'a fallu faire un chemin vers la compréhension de moi-même, de pourquoi j'avais réagi ainsi. En fait, par un chemin thérapeutique, je suis allée farfouiller dans la malle aux souvenirs, dans la malle, on va dire, au patrimoine familial, qui m'a fait comprendre que ce que j'ai rejeté dans l'homosexualité d'Alexandre, c'est plutôt tout ce côté secret sur la sexualité, qui fait partie du patrimoine familial. Et qui, moi, m'arrangeait bien aussi de tenir tout ça bien tout secret. Il y a autre chose que vous évoquez, c'est la peur du regard des autres. Surtout chez les voisins. Les voisins, la société, au travail. Parce que c'est très égoïste, finalement, comme réaction. En fait, je n'ai absolument pas aimé mon fils jusqu'à sa révélation pour lui-même, mais plutôt pour moi. Et tout ça, j'ai découvert au fur et à mesure des petits pas que j'ai faits vers lui. M'a fallu quand même un certain temps. Le cadre dans lequel vous évoluez à cette époque, on est gentiment homophobe dans la famille. Pardon de vous poser la question comme ça, mais vous êtes conditionné à refuser l'homosexualité de votre fils? Absolument pas. Je vous dis, l'homophobie, pour moi, c'était chez les autres. Je ne me soupçonnais pas un brin homophobe. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs, chez beaucoup de gens. Ils ne veulent pas l'avouer, mais c'est souvent comme ça. Moi, si j'avais un fils homosexuel, je ne le rejetterais pas, c'est certain. Je dis oui, vivez-le. Ah bon. Et on en reparlera après. Et cette homophobie, je ne la connaissais pas. Vous dites aussi dans le livre que j'ai lu avec passion que vous êtes passé par de nombreuses étapes. C'est-à-dire que vous dites j'ai envisagé de le faire soigner. Car vous pensiez qu'être homo, c'était une forme de déviance, que ça pouvait se soigner. Oui, une maladie, quelque chose qui entrait dans l'ordre de
de la psychothérapie, oui, qui nécessitait en tout cas une refonte totale, et de voir où était le problème. Parce que forcément, moi j'avais fait ce qu'il fallait. En tout cas, je ne savais pas là où je n'avais pas. Vous pensiez que ça n'était pas normal? L'homosexualité est quelque chose d'anormal à l'époque? Non, c'était anormal, ça c'est sûr. Et cette volonté d'emmener mon fils chez le thérapeute, c'était pour me rassurer. Il vous a pardonné, votre fils? Il est en coulisses, on peut le dire, voilà. Il est en coulisses, je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'il vous a pardonné? Ça, il n'y a que lui qui pourrait le dire. Je pense que la complicité que nous avons retrouvée aujourd'hui et tout le chemin que nous avons fait ensemble, et l'écriture du livre en est un témoin, puisque c'est lui qui m'a donné carte blanche. Il n'a pas lu le livre quand je l'ai écrit, il ne l'a lu qu'après. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il ne savait pas tout le chemin que j'avais fait pour revenir vers lui. Il ne s'imaginait pas à quel point j'avais cheminé pour retrouver mon enfant. Serge Effès, peut-être un mot sur le ressort psychologique qu'il y a derrière. D'abord, il y a aussi du bon dans ce que dit madame, c'est-à-dire que l'homophobie, ça se soigne. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la norme et vous en parliez. Et il y a quand même un glissement extraordinaire par rapport à il y a 40 ans, parce que vous nous auriez réunis sur un plateau avec un psychiatre pour parler de l'homosexualité comme maladie. Et aujourd'hui, on parle de l'homophobie comme maladie. Et c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que l'homosexualité, elle est rentrée dans la norme. Et ceux qui sont malades mentaux, c'est justement ceux qui les rejettent et ceux qui les massacrent. L'autre chose, c'est, je trouve très intéressant dans votre témoignage, madame, c'est justement ce cheminement que font tous les parents, c'est-à-dire que, et même les plus ouverts, parce que c'est d'abord, ils découvrent très brutalement que leur enfant a une sexualité. Et ça, c'est ce que vous dites, c'est quand même assez brutal. On sait bien que nos enfants ont une sexualité, mais on préfère ne pas le savoir. Mais à partir du moment où ils parlent d'homosexualité, là, ça fait surgir autre chose, ça fait surgir des tas d'images pour les parents auxquels ils n'étaient pas préparés. Et ça, il faut voir que c'est quelque chose de très violent et qu'ils doivent l'apprivoiser petit à petit. Et puis après, il y a effectivement, comme vous dites, tout le regard des autres. Mais que vont dire les grands-parents? Que vont dire les voisins? Ils vont penser que c'est moi qui l'ai mal élevé. Ils vont penser que c'est moi qui lui ai pas transmis un certain nombre de valeurs. Donc, les parents se remettent en question. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que la plupart des parents, ils sont dans votre cheminement à vous, Patrick Timsit, dans le film, plutôt que de l'autre père. C'est-à-dire que très rapidement, ils retrouvent cette fibre parentale protectrice. Et qu'ils se rendent compte que leur enfant a besoin de protection à ce moment-là, parce que ce qu'il subit à l'extérieur est absolument abominable. Et ce qu'il subit à l'extérieur le met en danger. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est des risques de suicide qui sont multipliés par 10. C'est des risques d'agression qui sont multipliés par 100. C'est quand même... Et la plupart des parents ont ce réflexe de dire « mais c'est mon enfant et je dois le protéger avant tout, quelle que soit évidemment sa sexualité ». Alors Anna, il y a aujourd'hui ce livre, évidemment, qui est une forme de témoignage. Et puis il y a également le militantisme au service de la lutte contre l'homophobie, l'amour retrouvé avec votre fils. Est-ce que cet engagement contre l'homophobie, c'est aussi une manière, j'allais dire, de vous racheter auprès de lui? Je n'ai rien à racheter parce que ça ne se rachète pas, ce que j'ai fait. Je vivrai avec jusqu'à la fin de mes jours. Je le regrette profondément. Par contre, c'est un moyen d'éveiller d'autres parents. C'est un moyen de faire prendre conscience qu'effectivement, on peut, en tant que parent, éviter de faire souffrir, comme j'ai fait souffrir mon fils et comme j'ai souffert aussi, parce qu'on a souffert tous les deux de cette situation. Ouais. Oui, en fait, je ne rachèterai jamais rien. Mais si je peux éviter à d'autres de vivre ça, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux parents, grands-parents, qui nous regardent et qui sont peut-être dans la même situation que vous il y a quelques années, qui ont du mal à accepter l'homosexualité de leurs enfants, de leurs petits-enfants? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je dis toujours la même chose, que nos enfants, on ne les fait pas pour nous. On est là pour les élever, c'est-à-dire les aider à grandir du mieux pour eux. Et accepter de les accueillir tels qu'ils sont, c'est la plus belle des choses que l'on puisse faire pour eux. Voilà. Bon, c'est un beau message d'espoir. J'espère que cet appel, ce témoignage que vous nous livrez ce soir sera entendu par la grande partie des téléspectateurs qui sont dans le même cas de figure que vous. Alors il y a l'école, mais plus largement on observe depuis quelques années le retour, disons-le clairement, d'une petite musique homophobe dans le débat public. Des agressions, on en a parlé, des insultes plus nombreuses et un climat qui s'est clairement durci. On en dira évidemment un mot dans un instant. Le député Franck Riester viendra également nous rejoindre et l'écrivain Philippe Besson nous apportera son éclairage sur cette évolution sociétale. D'abord quelques images, regardez, du contexte. Devant
la Tour Eiffel, une foule compacte, en rose et bleu. Au terme de la manifestation, ils sont plusieurs dizaines de milliers massés au Champ de Mars contre le mariage pour tous. On a des amis homosexuels, on les adore, mais on pense qu'il faut un papa et une maman pour faire un bébé. Là, ce que vous avez, c'est l'écharpe tricolore. Et le signe de notre présence, c'est de dire cette loi touche à un des fondements de la République. Je pense qu'elle est une dénaturation de la famille, elle dénature la famille telle qu'elle est originellement. Au prétexte de vouloir refaire cette égalité pour tous, vous allez créer l'inégalité pour beaucoup. Dans les tribunes, au-dessus de l'hémicycle, rempli de pro et d'anti-mariage, le public s'agite, alors que le silence est la règle. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée. Pour 331, contre 225. La France vient de devenir le 14e pays au monde à légaliser le mariage homosexuel. Mélanie Hennick est encore sonnée. Un groupe de garçons profère des insultes homophobes, puis frappe Mélanie, lui casse le nez. Le message devait inciter à se protéger lors des rapports d'un soir. Sur les photos, des couples d'hommes qui s'enlacent. La mise en scène a choqué le maire d'Aulnay-sous-Bois, qui vient de prendre un arrêté pour faire disparaître les affiches. Marisol Touraine affirme qu'elle portera plainte pour la santé publique et contre l'homophobie. Leurs visages tuméfiés, Clément et Aaron ont choisi de les montrer. 6 hommes les rouent de coups avant de prendre la fuite. Voilà, Joël Demier, vous l'évoquiez tout à l'heure brièvement, mais c'est avéré. Le mariage pour tous, le débat aussi autour de la présidentielle et de la place de la famille, du rôle de la famille aujourd'hui tel qu'il est imaginé par un certain nombre de responsables politiques. Ça favorise les agressions, ça favorise la parole homophobe ? Bien sûr, quand vous avez un discours public par les politiques, par des mouvements très structurés comme la Manif pour tous, qui sont des mouvements très minoritaires, mais très bruyants, très organisés sur les réseaux sociaux, dans les médias, et que vous êtes un jeune gay, une jeune lesbienne, et que vous êtes chez vous, pas forcément dans des grandes villes, et que vous n'avez que cette source d'information-là sur Internet, à la télévision, vous voyez la Manif pour tous qui exclut les LGBT de la société, finalement. Oui. Ça ne vous donne pas beaucoup d'espoir en tant que gay, en tant qu'homosexuel. Et donc, par conséquent, il y a une responsabilité dans le discours public de ces groupuscules-là qui peuvent penser ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils sont aussi responsables de la montée de l'homophobie dans le pays. Bonsoir Franck Riester. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Peut-être un mot d'abord de votre histoire personnelle. Vous êtes l'un des rares hommes politiques à avoir revendiqué votre homosexualité, c'était en 2011. Est-ce que vous aussi, vous avez, dans votre enfance, votre carrière politique, connu les moqueries, connu les brimades, connu le regard qui change ? Oui, bien sûr. C'est un parcours de se connaître soi-même, quelque part être honnête avec soi-même, le dire aux autres, ensuite le dire publiquement quand on a une personnalité publique, bien sûr qu'on est face à ça. Mais ce film d'ailleurs qui était formidable, cette fiction, qui explique très bien à quel point pour beaucoup d'homosexuels, ces moments de vie qu'ils ont à vivre sont des moments très difficiles. Et moi je l'ai vécu à titre personnel, mais je crois que c'est aussi la responsabilité des personnes connues qui sont homosexuelles, de le dire. C'est un peu une question d'exemplarité. Est-ce qu'on peut réussir quand on est homosexuel ? Est-ce qu'on peut avoir des responsabilités quand on est homosexuel ? Parce que les réactions des parents, le doute des parents, l'interrogation des parents sur l'avenir de leurs enfants, c'est souvent très important dans la réaction de ces parents. Est-ce que nos enfants vont pas gâcher leur vie ? Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir ? Est-ce qu'ils vont être acceptés par la société ? Donc qu'il y ait des artistes, des sportifs, des gens connus, des chefs d'entreprise, des responsables politiques qui disent très clairement « je suis homosexuel, je suis bien avec ma sexualité », et est à mon avis un élément qui permet ensuite dans les familles davantage d'acceptation. Alors vous parliez d'exemplarité, on dit souvent que la classe politique, en plus cette saison en ce moment avec l'élection du nouveau président, doit être exemplaire. Est-ce que sur la lutte contre l'homophobie, la classe politique dans son ensemble est exemplaire ? On a vu, disons-le clairement, des propos à l'Assemblée nationale au moment du mariage pour tous qui paraissaient un peu d'un autre temps. Oui, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, oui. Non, mais évidemment que la classe politique a un rôle majeur, puisque c'est la parole publique. Et donc, quand on est en responsabilité... Mais on dirait qu'elle a un train de retard. Les droits progressent, mais la
parole qu'on entend à l'Assemblée nationale d'un certain nombre de représentants politiques. Voilà, encore une fois, ce sont des propos qu'on entendait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Oui, c'est très présent encore. Et ce que je note par rapport, particulièrement pour l'homophobie, c'est que quelque part, il y a une tolérance plus grande sur les paroles homophobes que sur peut-être d'autres types de paroles antisémites ou racistes. Quand Madame Boutin a dit que l'homosexualité est une abomination, on n'a pas tellement entendu de gens monter au créneau pour s'offusquer de ce type de paroles. Heureusement qu'il y a des associations qui sont montées au créneau pour porter plainte. Mais finalement, on entend des paroles homophobes, notamment de responsables politiques, et ça n'émeut pas spécialement la sphère médiatique ou la sphère politique. Donc je pense qu'il y a vraiment, c'est très important, il y a vraiment besoin de se mobiliser aussi pour ne rien laisser passer sur la parole publique homophobe. Je trouve que j'insiste un peu justement parce qu'on parle beaucoup de l'importance du discours politique. Est-ce que vous pensez, notamment dans votre camp politique, les Républicains, on l'a vu au moment de la présidentielle, il y a une instrumentalisation des discours, de la construction de la famille, une récupération de certains mouvements, sens commun pour ne pas les nommer, qui a sa part de responsabilité dans la petite musique homophobe qu'on entend aujourd'hui en France? En tout cas, c'est certain qu'il y a des vraies divergences à droite sur ces questions-là, sur les questions de famille, de regard sur la société, sur la diversité de types de familles dans la société. Et ça va même plus loin sur, effectivement, sens commun, par exemple. Là, il y a des vraies divergences très fortes, et notamment sur la façon de s'exprimer ou de regarder le mariage pour tous, c'est-à-dire ces accès à des droits nouveaux pour les homosexuels. Vous savez, je dirais qu'on a été éclairé par les vraies positions de la Manif pour tous, ou même d'une certaine façon de sens commun, avec ce qui s'est passé entre les deux tours des élections présidentielles. Oui. La Manif pour tous a clairement dit qu'elle souhaitait la défaite d'Emmanuel Macron, et Sens commun a remis dos à dos à la fois Madame Le Pen, l'extrême droite, et Monsieur Macron, qui est quand même le représentant de la République, d'une certaine façon. Et je crois que ça, c'est important de le dire, c'est que au sein de notre famille politique, c'est vrai qu'il y a des vraies divergences sur la vision de la société. Et j'espère que dans l'avenir, on aura des débats qui montreront que la droite, c'est pas simplement sens commun. Alors, on parlait du traumatisme qu'a représenté le débat pour le mariage pour tous. Je vous donne la parole dans un instant, Philippe Besson. D'abord, juste écoutez ce témoignage qui montre à quel point, effectivement, la parole s'est libérée au moment du débat et du vote de cette loi. Documentaire, témoignage issu de votre documentaire Homo la haine. On écoute. En étant gay, en étant lesbienne, on sait que forcément, il y aura des gens qui vont pas accepter. On sait qu'il y aura des fanatiques, qu'il y aura des extrémistes. On le sait. Ça existe. Mais avant les manifs pour tous, il y a une entente cordiale. Les manifs pour tous, je l'ai vécu comme un harcèlement moral. C'était H24. Tous les jours, 7 jours sur 7. C'était, je me lève le matin, j'allume la radio, Brigitte Bardot a dit ceci, Christine Boutin a dit cela. Je sors de chez moi, j'ai des affiches sur les panneaux, j'ai des affiches sur les murs, j'ai des tags par terre. Je travaille dans un milieu aisé, où les catholiques sont très présents. Donc au travail, chez moi, dans ma galerie, j'entends « Ah oui, il faut qu'on y aille dimanche, attends, on va pas laisser passer ça, c'est pas possible, quelle honte, quelle débauche !» Tous les jours, on rentre chez soi, on allume le journal de 20h, et là vous avez les images de millions de personnes dans la rue qui crient que vous êtes une abomination. Voilà, Philippe Besson, même question en réaction à ce témoignage poignant. On a le sentiment que les droits progressent, mais qu'il y a une résurgence de l'homophobie, en tout cas une radicalisation d'une partie de la société qui est bruyante, visible et qui manifeste son opposition et sa haine envers les homosexuels. Oui, quand on parle des manifs pour tous, c'était quand même, me semble-t-il, vous m'arrêterez si je me trompe, la première fois dans l'histoire de la République que des gens descendaient dans la rue pour dire « Nous avons un droit, nous hétérosexuels, et vous ne l'aurez pas. » À seule raison que vous êtes homosexuel. C'est inédit, ça n'est jamais arrivé. En général, les gens descendent dans la rue pour dire on m'enlève quelque chose, je me bats. Non, pas du tout. On n'enlevait rien du tout aux hétérosexuels, on allait juste descendre dans la rue pour dire nous on a quelque chose, mais vous ne l'aurez jamais. Je ne sais pas si vous voyez le message qu'on envoie effectivement à des jeunes gens et des jeunes filles qui sont en train de se chercher, qui, comme celle-ci, se posent énormément de questions. Et je rejoins aussi ce que disait Franck Riester sur l'exemplarité, c'est-à-dire qu'à un moment, ces jeunes gens, ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui sont parfois à se poser des questions sur leur identité, qui ne savent pas exactement comment ils doivent se comporter, qui parfois passent par des phases de déni, de honte, de culpabilité, de souffrance personnelle, etc., qui effectivement sont parfois confrontés à des
des parents qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur dise « tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul, tout va aller très bien ». Et là, on leur dit « vous êtes une abomination ». Donc c'est absolument tragique, c'est-à-dire que c'est la double peine. Vous vous êtes reconnu, Philippe Besson, dans l'histoire du jeune Florent tout à l'heure. Je dis ça parce que j'en profite pour présenter votre livre. Ça s'appelle « Arrête avec tes mensonges ». C'est un livre autobiographique que vous revendiquez comme tel. Vous racontez votre enfance dans les années 84, cette histoire d'amour dans un petit village. 84, c'est 2 ans après la dépénalisation de l'homosexualité. Absolument, c'est bien de le rappeler. 82, c'est important de le rappeler. Et vous racontez la difficulté que vous avez eue à vivre cet amour. Est-ce que ces brimades, ces violences, vous les avez vous aussi connues? Absolument, c'est-à-dire que moi j'étais dans une situation, c'était effectivement en 1984, une petite ville de province en Charente, une petite ville de 4500 habitants. Et vous êtes dans une situation assez compliquée, c'est-à-dire que moi j'étais quelqu'un qui subissait des railleries, des moqueries, et puis de temps en temps il y avait des insultes et des injures, puis de temps en temps on allait à la violence. Moi bizarrement, la violence, j'arrivais à la gérer parce que j'étais capable de répondre à la violence. Mais les railleries, les moqueries, je peux vous dire que c'était atroce parce que c'est comme une espèce de pluie sale qui tombe sur vous, comme une espèce de suie que vous portez en permanence. Vous savez, c'est les poignets qu'on casse en votre présence, c'est les cils qu'on lève, c'est la voix aiguë qu'on prend. Donc c'est atroce et c'est effectivement quotidien. Et par ailleurs, moi j'étais effectivement amoureux d'un jeune homme qui, lui, était dans une situation sociale, si je puis dire, une forme de déterminisme qui faisait que sa sexualité ne pouvait pas être rendue publique. Donc lui, il pouvait pas affronter ni le regard des autres, ni surtout le regard de sa propre famille. Et donc quelqu'un qui s'est enfermé dans le déni et dans le mensonge pendant des années parce qu'il n'était pas capable d'assumer ça. Nous avons vécu ça, oui. Patrick. Alors, je suis d'autant bien placé pour témoigner, parce que là, je suis juste témoin, comme ça, comme un acteur, mais je suis aussi frère de Martine Tipsit, et elle était attachée parlementaire chez Madame Taubira. Ouais. Et donc, on a vécu ça en direct, là, autour de la table, justement, avec mes propres parents. Et elle nous expliquait qu'elle était complètement surprise de ce qu'elle entendait, des réactions qu'il allait y avoir sur cette loi pour le mariage pour tous. Et on était tous dépassés. Moi-même, je faisais comme les témoins à qui je disais, je vais jouer le père d'un ado homosexuel. On me disait, oui, c'est vraiment d'actualité. Et on disait, Martine, t'exagères. Enfin, et puis tout d'un coup, on a vu cette violence. Et c'est là où je voyais aussi des gens civilisés, finalement, très élégants, très civiques, qui n'ont pas la violence de ce qu'ils reçoivent en face, quoi. Et quand j'entendais parler, même pour l'assistante sociale, qui fait certainement extrêmement bien son travail et tout ça, mais de dire, il faut être beaucoup plus violent que ça. Il peut pas y avoir 20% de hausse d'agression homophobe et dire que finalement, il y a des circulaires qui expliquent comment faire et comment réagir en cas de... Donc, il faut vraiment être expliqué aux proviseurs, aux responsables dans les établissements que c'est extrêmement grave, qu'ils auront eux-mêmes des pénalités ou je sais pas quoi. Une responsabilité collective. Franck Riester, je finis par un témoignage comme ça parce que j'ai été très touché aussi. Quand on présentait le film, il y a une maman qui est venue vers moi, une femme qui me dit je voulais vous dire, j'étais extrêmement touché. Puis moi, quand mon fils m'a appris qu'il était homosexuel, je me suis mise à pleurer. Et je n'ai pas pleuré parce qu'il était homosexuel. J'ai pleuré parce que je savais ce qu'il allait endurer. Vous voyez, donc c'est une question d'éducation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'appréhension chez les parents par rapport à la souffrance potentielle qu'ils imaginent. Exactement. C'est un enfant raison ou à qui part en guerre sur l'avenir de leurs enfants. D'ailleurs, il y a des associations spécialisées, je le dis parce qu'il y a des parents qui nous regardent, il y a des associations spécialisées qui permettent à des parents qui se sentent seuls aussi par rapport à cette réalité-là de leurs enfants, de rencontrer d'autres parents qui ont vécu ça. Et ils se sentent aussi moins seuls. C'est important. Est-ce que vous diriez, Joël Demier, qu'il y a une spécificité française? Il y a plus d'homophobie aujourd'hui en France qu'en Espagne, qu'au Portugal, qu'en Grande-Bretagne, parce que on parle souvent du poids de la religion, qui est bien plus important chez certains de nos voisins du Sud notamment, et on a l'impression d'une tolérance plus grande. Oui, vous avez raison, il y a une spécificité française. Le discours réactionnaire qu'on a vu avec le Manif pour tous, Puissance commun, c'est un discours qui est anti-homosexuel et qui est un discours laïque, parfaitement laïque. Et en fait, en Espagne, en Italie, où il y a un poil d'église qui est beaucoup plus important, on avait un peu moins de... Je dis pas qu'il n'y avait pas d'homophobie, mais en tout cas, le discours des homophobes était beaucoup moins relayé, et beaucoup moins lourd et beaucoup moins violent. Je vous pose la question parce qu'aux Pays-Bas, par exemple, on a vu quelque chose d'absolument fabuleux il y a quelques semaines. On va regarder les images à la suite d'une agression homophobe. Tout le pays
comme d'un seul homme, s'est soulevé. Des milliers de photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux d'hommes qui se prennent par la main, pour exprimer leur solidarité avec les victimes. Et on est un peu surpris quand on voit les agressions que subissent certains homosexuels en France, que ça n'arrive pas. Franck Riester, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas en France? Pourquoi il n'y a pas de mouvement populaire de solidarité? Écoutez, je vous le disais un peu tout à l'heure, je trouve qu'il y a là une réaction de l'opinion publique qui est, à mon avis, pas à la hauteur de ce que sont les attaques homophobes, les crimes homophobes ou même les agressions verbales homophobes. On doit être collectivement beaucoup plus ferme par rapport à ça, parce que c'est quelque part ensuite laisser penser que les petites agressions du quotidien, c'est pas très grave. Les petites admonestations, les petites moqueries, c'est pas très grave. Mais de la moquerie à l'agression verbale, à l'agression physique, voire au crime, le témoignage du papa tout à l'heure était bouleversant, c'est une montée en puissance qui peut être très grave pour ces gens qui sont touchés par ces agressions homophobes. Alors je vais faire un petit rappel historique, puis vous réagissez Philippe Besson, parce que l'ironie de l'histoire, c'est quand même qu'à l'époque des Romains, alors on remonte très loin, qui étaient aussi nos ancêtres, les Romains étaient nos ancêtres, eh bien l'homosexualité c'était la norme et le summum du plaisir, c'était il y a 2000 ans de cela, et aujourd'hui on est plutôt frappé par l'intolérance. Philippe Besson. Voilà, c'est un clin d'œil historique, mais ça raconte aussi une évolution de la société, bien lointaine. Oui, qui ne va pas véritablement dans le bon sens, du coup. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il faudrait revenir à quelques principes ancestraux. C'est d'ailleurs tout à fait étrange de se poser la question de pourquoi ce tel rejet. Enfin, vous l'avez exprimé, mais on a envie de dire, je voudrais juste rappeler quand même que aucun homosexuel, parce qu'il faut enfoncer les portes ouvertes, mais aucun homosexuel ne choisit d'être homosexuel. Aucun homosexuel ne se réveille un jour, aucun jeune homme, aucune jeune fille, en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais être homo ». Voilà, c'est ça, ça va être ça ma sexualité. De la même manière, je vous rappelle qu'aucun hétéro ne se réveille en se disant « Je vais être hétéro ». Donc il faut juste intégrer le fait que c'est une situation normale, de la vie normale. Donc revenons à des choses basiques. Bien. Alors on va évoquer là un mot, Franck Riester, et puis on passera. Aussi, en conséquence, qu'on ne peut pas changer. Ça sert à rien d'essayer de changer les homosexuels dans leur sexualité. Et le père qui dit on va l'isoler dans la fiction tout à l'heure, on va l'isoler, on va le mettre à l'abri, on va pas lui donner la possibilité de continuer à rencontrer d'autres homosexuels, parce que comme ça il va redevenir hétérosexuel. Mais c'est une vaste blague. Quand on est homosexuel, on le reste, et c'est une bonne chose. Alors, je voudrais qu'on vienne sur la question des droits et qu'on évoque la question de la filiation. On ne va pas refaire le débat car évidemment le législateur a tranché et a autorisé désormais l'adoption pour les couples homosexuels. Mais il y a toujours, là aussi, comme un malaise sur le sujet. Bonsoir Amélie Georgin. Bonsoir. Merci d'avoir patienté et d'avoir écouté les paroles des uns et des autres. Vous avez 39 ans. Vous êtes récemment marié, vous étiez pacsé avec votre compagnon, qui est une femme. Vous êtes aujourd'hui marié depuis la loi sur le mariage pour tous. Et vous avez une petite fille qui a 6 ans. 7 mois. 7 mois. Elle a 7 mois, votre petite fille, pardon. C'est une erreur dans mes fiches. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites, dans ma famille à moi, mon homosexualité était plutôt bien accueillie. Je viens d'une famille progressiste où il n'y avait aucun problème. Mais à partir du moment où vous avez annoncé que vous alliez avoir un enfant, ça a commencé, non pas à poser problème, mais le regard a changé. Alors, il y a deux propos des femmes qui comptent énormément pour moi. Ma grand-mère et ma mère, effectivement. Je crois que le questionnement pour un parent qui apprend l'homosexualité de son enfant, il est empreint des projections que le parent projette tout simplement sur la vie future de son enfant. Et fondamentalement, j'allais dire viscéralement, ma grand-mère et ma mère me voyaient, me projetaient, future mère, enceinte, mariée bien évidemment avec un homme. Et c'est vrai que la question était, est-ce qu'elle va te ressembler ? Puisque j'avais fait ce choix, moi, de ne pas porter mon enfant. C'était mon épouse qui l'a très bien fait d'ailleurs. Et le temps est passé, la grossesse s'est faite, Garance est venu au monde. Et ce qui a été magique, l'amour est magique, c'est que à la découverte de Garance, ces liens, quand elles se sont découvertes grand-mère et arrière-grand-mère, tout s'est effacé. Tout s'est effacé. Donc, c'est vraiment le message que je souhaite passer aujourd'hui, c'est que l'amour est le plus important, vraiment. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a
quand même un droit à faire valoir en tant que mère homosexuelle, au-delà du mariage, au-delà du regard simplement sur votre orientation sexuelle, le fait de devenir mère, de devenir père pour des homosexuels masculins, est-ce que c'est une nouvelle étape à franchir dans la reconnaissance de la société au sens large? Je crois que vous avez tenté par exemple de faire baptiser votre fille. Tout à fait. Et ça a été un parcours du combattant, enfin je veux dire... Quelque peu. Oui, bien évidemment, on a démarché 3 paroisses. La 3e était la bonne. Alors, j'allais dire la position de l'Église, c'est la position de l'Église. C'est pas le débat de ce soir. Maintenant, on a été interpellés, choqués. Je vous avoue avoir été perturbé le dimanche qui a suivi l'entretien avec l'un des curés, parce que nous avons eu droit à un questionnement intimiste, sur pourquoi êtes-vous homosexuel? Quel a été votre cheminement? Oui. Lorsque nous sommes rentrés à la maison avec mon épouse, nous nous sommes dit, mais concrètement, est-ce que cette question-là aurait été posée à un couple hétérosexuel? Et non. Donc, moi, je me suis sentie... mise à nu, ce qui est quasiment, j'allais dire, moi, dans mon parcours d'homosexuel, rare. Je suis très bien dans ma vie, très bien dans mes baskets. Et là, je me suis sentie vraiment mise à nu. Donc oui, ça a été un combat. Il y a ce combat-là, mais il y a aussi le combat de la filiation auprès de l'administration. C'est-à-dire que légalement, vous n'êtes pas la mère de votre fille. C'est ça. Garance n'est pas ma fille, légalement. Donc s'il arrive quelque chose à votre compagne, à votre femme, à votre épouse, votre fille est légalement orpheline. C'est ça. En tout cas, la filiation, un juge aux affaires familiales, comment dire... Vous dites qu'il y a une injustice là-dessus? Ah oui, bien sûr. Attendez, c'est un basique, mais je vais voter. Je paie des impôts. Nous faisons le tri sélectif à la maison. Détail, Garance est intégrée au sein d'une MAM. Je pense que nous sommes de bonnes citoyennes. Et vous n'avez pas les mêmes droits. Et je n'ai pas les mêmes droits. C'est inconcevable. Alors vous savez que le nouveau président élu s'est prononcé pour reconnaître la filiation pour les couples homosexuels. J'espère qu'il aura ce courage. Est-ce que pour vous ce serait l'avancée qui manque aujourd'hui à la loi sur le mariage pour tous? Et bien évidemment, nous existons. Il ne s'agit même pas de débattre. Nous existons. Nous sommes là. Nous participons à la société. Nous, c'est les couples homosexuels. Famille homoparentale, couple homosexuel. Nous sommes là, nous existons. Il n'y a plus à débattre. Il y a quand même eu déjà des évolutions avec la loi mariage pour tous, parce que le mariage pour tous, c'est à la fois le mariage, c'est-à-dire la reconnaissance de l'amour homosexuel devant la République et des droits qui vont avec, mais c'était aussi une sécurisation pour les familles homoparentales avec la possibilité de l'adoption pour les couples homosexuels. Donc il y a après faut aller encore plus loin, notamment pour ce qui est les enfants issus de PMA ou de GPA. Mais je crois que c'est ce que souhaite le nouveau président élu. Exactement, il a raison. Mais en tout état de cause, il y a déjà eu des avancées en matière de sécurisation pour les familles homoparentales qui sont, avec ce débat-là, sorties positivement, là pour le coup, de la clandestinité d'une certaine façon. Il y a eu un débat et les Français se sont dit oui, il y a des familles homoparentales dans ce pays et elles doivent avoir les mêmes droits que les autres. Patrick Timsit. Non, je me rappelle une phrase d'un ancien spectacle qui avait au moins 15 ans. Je disais la France, c'est le pays des droits de l'homme, pas de l'homo. Et c'est vrai qu'on en est encore là. Et vraiment, ça rappelle l'histoire c'est les Tibétains et les Chinois, quoi, en France, quoi. C'est-à-dire que là, il va avoir affaire à aussi un calcul avec sa popularité, avec tout ce que ça va engendrer comme conséquence. C'est terrible de voir un François Hollande qui tourne le dos quand le Dalai Lama pointe son nez. Et là, ça va être pareil. Ça va être. Alors, il va devoir affronter la guerre. Et j'espère qu'il ira au bout et dans ces cas-là, excusez-moi de revenir à ça, mais il faudra être radical. Oui, radical. Pardon. Parce que ça va dans le sens de l'histoire. Il y a trop de gentillesse et trop d'élégance face à une violence et une agressivité sans nom. Il nous reste encore quelques minutes. Vous parliez, Patrick Timsit, des droits de l'homme. Je voudrais qu'on termine justement sur tous ces pays où l'homosexualité est encore considérée comme un crime. 10 pays pratiquent encore la peine de mort. Beaucoup d'autres punissent l'homosexualité. C'est le cas du Maroc, du Sénégal, de l'Inde, du
Kenya, de la Jamaïque, et puis il y a évidemment la Tchétchénie. Donc on en a beaucoup parlé dans l'actualité, où les homos sont torturés, où les homos sont enfermés dans des camps de concentration. C'est évidemment absolument abominable ce qui se passe sur place. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Franck Riester. On est frappé, on est choqué qu'il n'y ait pas une indignation plus importante chez nous en France face à un tel crime. C'est vrai, on était un certain nombre de responsables politiques à monter au créneau, si je puis dire. Ça y est, je crois que le gouvernement a vraiment là été très clair. À la fois le président Hollande et puis le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. Mais il faut qu'il y ait un mouvement populaire pour dire stop à ce genre de crimes contre l'humanité. Ce qui se passe aujourd'hui en Tchétchénie, c'est ni plus ni moins qu'un crime contre l'humanité. Il faut savoir que la police demande aux parents de liquider, de tuer leurs enfants parce qu'ils sont homosexuels en Tchétchénie. Et c'est pas des rumeurs, c'est pas des légendes urbaines. Ce sont des réalités avec des témoignages nombreux. Donc il faut se mobiliser dans nos sociétés occidentales, dans nos sociétés européennes, parce que c'est au cœur de ce que l'on est. Ce sont nos valeurs qui sont là challengées. Joël Demier, est-ce que vous regrettez le manque d'indignation et le manque de volonté politique qu'il y a pu avoir en Occident et en France notamment? Oui, selon nous, l'indignation n'est pas à la hauteur de ce qui se passe en Tchétchénie. En Tchétchénie, aujourd'hui, on est en train d'éliminer les homosexuels et tous les homosexuels du Tchétchénie. C'est une politique publique qui est conduite par les autorités tchétchènes avec la complicité de M. Poutine. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire où on cible une population, là on cible les homosexuels parce qu'ils sont homosexuels et il est temps d'y mettre un terme et en effet il y a une indignation mais elle ne va pas assez loin et il faut vraiment mobiliser, en parler et en parler. Et d'ailleurs c'est tout à l'honneur de France Télévisions et du service public de faire une soirée comme ce soir et de pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là de cette façon-là. Mais je vous en remercie. Un mot Philippe Besson peut-être pour conclure. Oui, je pense que au-delà de cela qui devrait tous nous indigner et qui devrait créer des mouvements où les gens s'exprimeraient en disant tout ça n'est pas possible, je continue à penser que tout passe par l'éducation et par la culture. C'est-à-dire, je pense que tout commencera effectivement au collège, au lycée, où on dira un certain nombre de choses. Tout commencera dans les films, dans les livres, dans les chansons, au théâtre, partout où à un moment on pourra faire comprendre le monde de l'entreprise. J'ai pas eu l'occasion de le dire et d'en parler, mais il y a 7%. Écoutez bien, 7% de différence salariale poste égale entre un homosexuel et un hétérosexuel. Et le plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à franchir, etc. Les promotions qui leur sont refusées. Bon, tout ça existe. Donc il y a un moment, il faut que ce sont les acteurs de la vie qui fourniront la réponse, plus que des manifestations. C'est qu'à un moment, ici ou là, dans l'école, dans la culture, dans le monde du travail, les réponses, elles existent, elles viendront de là. Bon, eh bien merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous six et merci aux autres invités qui étaient avec nous tout à l'heure. Merci à vous, Patrick Timsit, d'abord aussi pour ce très beau film, plein d'espoir, et puis la campagne de sensibilisation que vous avez réalisée avec le Refuge. Voilà, on l'a diffusé, on l'a vu sur nos antennes notamment. Voilà pour ce débat. Merci à vous évidemment de l'avoir suivi. Avant de se quitter, je vous rappelle quelques adresses indispensables. D'abord celui du site internet du Refuge qui devrait s'afficher en bas de votre écran. Et puis celui bien sûr d'SOS Homophobie, peut-être 2 numéros également, celui du Refuge 06 31 59 69 50 et celui d'SOS Homophobie dont on a vu le site internet. Tiens, je vais rappeler le numéro 01 48 06 42 41. Voilà, c'était important pour nous, on l'a dit sur France Télévisions, de mener ce débat pour alerter, pour vous sensibiliser à cette question de l'homophobie, toujours malheureusement trop présente encore chez nous en France. Si vous souhaitez revoir cette grande émission, rendez-vous sur notre plateforme France TV. Dans un instant, la soirée continue, se poursuit avec le très beau documentaire Les Invisibles de Sébastien Liftis. Absolument splendide. Ouais. Splendide. Alors là, ce sont des portraits d'hommes et de femmes nées dans l'entre-deux-guerres et qui ont choisi, vous allez le voir, de vivre au grand jour leur homosexualité. C'est absolument formidable. Merci à Emmanuel Franck pour la préparation de cette soirée, à Philippe Lallemand et ses équipes pour la réalisation, à Ophélie Raduro, Nicolas Daniel et à toutes les équipes de MFP et de France Télévisions. Et puis merci, bien sûr, surtout à vous pour votre fidélité. Bonsoir.